Bienvenue dans ce 29e Vue du banc. L'histoire récente nous rappelle que le 27 juillet 2024, devant 69 000 spectateurs, l'équipe de France de rugby à 7 montait sur la plus haute marche du podium des Jeux Olympiques Paris 2024. Au-delà de cet exploit historique, un questionnement dans plusieurs domaines s'impose. Par exemple, quel héritage cette médaille d'or laisse-t-elle dans le rugby français ? Comment tirer des leçons de ce parcours tricolore ? Comment partager cette méthodologie d'entraînement et de management qui a fait ses preuves ? Comment développer aussi l'expertise des joueurs grâce à la pratique du 7 ? Un séminaire organisé par la Fédération française de rugby, la Ligue nationale de rugby avec le concours de Tech 15, a réuni au début du printemps de nombreux participants à Souston dans les Landes. Étaient présents les membres de l'Académie olympique réunis autour de Jérôme Daré, le patron bien sûr, les élites jeunes du 7 et une quarantaine d'entraîneurs à 15,7 venus pour observer et se nourrir au sein de plusieurs masterclass et ateliers divers, tous axés sur la performance. Premier élément de réponse avec Thomas Darac, pour qui cette initiative s'inscrit dans une volonté de renforcer la synergie entre les clubs et les équipes de France. Thomas Darac est, je vous le rappelle, manager du plan de performance fédéral et responsable de la cellule détection. L'idée, c'était vraiment d'utiliser la pratique du 7, de partager en fait, de faire ruisseler un petit peu l'expérience qui a mené le France 7 au titre de champion du monde et de champion olympique au JO de Paris, et une méthodologie d'entraînement qui a été expérimentée, qui a évolué, donc qui a performé sur ces deux événements. L'objet, au travers de la volonté du manager général Jérôme Daré, c'est que sur cet événement-là, on puisse réunir à la fois la détection, la formation des jeunes joueurs 16-17 ans de la filière d'accès au niveau, d'amener des compétences staff qui émanent de plusieurs clubs professionnels. Jérôme a énormément travaillé sur la formalisation. Il y a ce qu'on appelle les fiches KISS. C'est des fiches qui sont accessibles sur le site de la Fédération française de rugby dans l'onglet entraîneur et rugby à 7, qui permettent de partager ça à tous ceux qui ont envie de plonger dans l'aventure du 7. Et au-delà, bien sûr, du 7, c'est du rugby. Et donc, voilà, l'idée, c'est de confronter, d'enrichir, de questionner les méthodes d'entraînement, toujours dans l'objectif d'optimisation et bien sûr de performance à la fois pour les équipes nationales, mais également pour élever le niveau des clubs et de partager. Comment le rugby à 15 peut s'inspirer de la pratique à 7, c'est ça ? C'est sûr que la pratique à 7, on en est persuadé, nous, dans le projet à 7, c'est que c'est une pratique qui permet, de par l'intensité, la précision, la charge émotionnelle de cette intensité, permet de développer des joueurs vers le très haut niveau, et les expériences, que ce soit d'Aaron Grandidier ou de Greg Harfeuil dernièrement, et bien sûr le passage d'Antoine Dupont ou d'autres joueurs, démontre que voilà, c'est un accélérateur aussi d'apprentissage, et ça permet de booster la carrière. Clairement, il y a une volonté d'alignement fort, d'énergie commune, qui est à la fois portée par chaque individu, par l'engagement que chacun y met, et qui doit permettre de manière additionnelle à faire que l'énergie du staff soit la plus optimale. Ça à la fois permet d'être le plus expert possible dans son domaine et de chercher toujours l'expertise, parce que l'expertise, elle est jamais atteinte, elle est toujours en recherche permanente et en évolution, c'est quelque chose de dynamique, mais également aussi de permettre aux joueurs de sentir cette à la fois ce support, cette énergie qui est transmise, et cette volonté de performer en permanence. Au rugby français, donc, de tisser des liens, si je vous comprends bien, entre le 7 et le 15 pour aboutir à une source d'enrichissement permanent ? L'objectif pour nous, c'est de parler d'un rugby emboîté possible pour permettre ces passerelles, ces temps d'accélération, ces temps de régénération pour certains, d'aller voir d'autres pratiques, d'aller se confronter à d'autres contraintes, d'autres complexités, mais avec toujours la même ambition, c'est de former des joueurs vers la très haute performance, et bien sûr d'additionner de très bons joueurs pour que nos équipes de France soient les plus performantes. Et le 7 a montré la voie en allant gagner le championnat du monde et les Jeux Olympiques, et on espère que rapidement le 15 de France aura la même réussite. C'est tout notre ambition de parler d'un rugby.
Benoît Baby est désormais l'entraîneur principal de l'équipe de France à 7. Lors de ce séminaire, il a animé l'atelier coup d'envoi-réception, un secteur du jeu qui, à 7 comme à 15, s'avère souvent déterminant. Nous, à 7, c'est l'action de lancement que tu trouves le plus, que ce soit en réception de coup d'envoi ou en coup d'envoi. À peu près, tu as, on va dire, 10 ballons par match et tu as entre 4 et 6 coups d'envoi et réception à devoir maîtriser. Donc, ça veut dire que tu as, on va dire, entre 50 et 60 des actions de lancement qui sont à base de coups d'envoi, donc à coups de pied. Donc, forcément, c'est des actions que tu dois maîtriser sur la coordination collective, le déplacement, le jump, l'aérien, la maîtrise technique d'être capable d'attraper le ballon au-dessus de la tête et surtout la qualité moteur-sauteur avec les timings de saut, les timings de frappe, les zones dans lesquelles on veut déposer le ballon. Donc, si tu cumules, on va dire que sur le 7, si tu prends un match de rugby à 7, chaque équipe a 9 ballons. Et sur ces 9 ballons, on va dire que tu as 5 coups de pied sur lesquels tu lances le jeu. Après, tu vas avoir 2 touches, une mêlée et 2 coups de pied de pénalité. En moyenne, les équipes, elles marquent entre 2,5 et 4 essais par match. Et sur ces essais, tu en as un minimum entre 30 et 50% qui viennent de jouer au pied. Le 7 demande, on l'a compris, une concentration et un investissement sans faille, sans temps mort, comme nous l'explique l'ancien trois-quarts centre du Stade Toulousain, de l'ASM et du Biarritz Olympique. S'il y a un joueur qui ne fait pas un effort, ça demande à un autre de faire le double, parce qu'il est placé pour faire son effort à lui, et s'il doit rattraper l'effort de l'autre. Sauf que quand tu cumules le double effort pendant X répétitions, ben forcément, en fin de match, les 2-3 minutes à la fin de match, qui sont ultra stratégiques parce que c'est là où souvent ça se décante, tu te retrouves en difficulté. Et à 15, effectivement, ben, tu défends à 13 voire 14. Si jamais tu as un petit effort qui n'est pas fait, même s'il est fait par un autre, comme souvent tu plaques et tu vas sur le petit côté et que les actions elles vont dans le sens, ça te laisse quand même une bonne vingtaine, trentaine de secondes pour récupérer. À 7, tu fais un plaquage, tu te relèves et tu redéfends de suite. Donc la moindre petite faille de placement, d'anticipation ou de laxisme sur ah, mais j'y serai. Et en général, quand tu te dis j'y serai, c'est qu'en match, tu n'y es pas. Donc il faut faire les efforts pour y être en match directement. Le 7 est un accélérateur d'apprentissage et donc d'expertise, au plan physique comme technique, notamment dans le domaine aérien, où un certain Aaron Grandidier, champion olympique lui aussi, fait preuve d'une redoutable efficacité à chaque journée de championnat. Benoît Baby retrace pour nous son parcours à 15 et à 7. Lui, c'est un bon exemple parce qu'il était à 15 avec Brive. Il n'était pas forcément reconnu pour ses qualités à Brive. Il est venu à 7, il a grandi, il a performé, il s'est développé, il a gagné en maturité, en qualité de leadership. Et quand Pau l'a récupéré, aujourd'hui, c'est un joueur incontournable de la section paloise qui est en train de faire de belles choses en top 14. Donc oui, c'est un super exemple de quelqu'un qui n'a pas forcément la maîtrise totale du 15 entre 18 et 22 ans. Le 7 est un gros tremplin pour pouvoir basculer après dans l'anticipation. Il est aujourd'hui, de la vie générale, l'expert du contest aérien au plan offensif et défensif. Ah ben ça, c'est quelque chose que nous, on bosse quasiment à tous les entraînements. Donc forcément, il est en avance sur un paquet de joueurs qui le bossent un peu moins. Il est quand même très performant sur ce sujet-là. Parmi les nombreux entraîneurs venus participer à cette plateforme de réflexion sur l'héritage du 7 olympique, Franck Azéma, le futur manager en chef du rugby club toulonnais, est persuadé de l'intérêt de tisser des ponts entre le 7 et le 15. Tout va très très vite. Tu as l'impression d'être vraiment dans une Formule 1. Mais moi, ce qui m'a surpris, c'est ça, c'est être capable de prendre des décisions extrêmement rapides et justes. Tout le monde connaît bien son rôle et c'est la force de ce staff-là. À 15, aujourd'hui, il y a, à mon sens, des staffs trop nombreux et on s'y perd. C'est ce que j'en retire aujourd'hui, avoir pris un peu de recul aussi. Je dis pas que c'est pas, ils font pas leur boulot. Je dis que je pense il faut réfléchir à travailler différemment et que je regrette pas d'avoir passé du temps avec le 7 parce que je pense qu'il y a une direction intéressante. Ça va à l'essentiel. D'abord, c'est très puriste dans tout sur le terrain. C'est les fondamentaux. Hein. Donc, il y a personne qui peut se cacher et tout se paie cash. Et donc, personne ne peut tricher. Donc, et à la fois sur le terrain et en dehors. Donc, je trouve qu'il y a une clarté là-dedans qui fait que ça rend limpide les relations entre les différents acteurs. Et le fait d'avoir
le même langage, moins de discours dans l'ensemble du staff, je pense que c'est pas mal. Oui. Jérôme Daré a l'habitude de dire, en parlant de son staff, que c'est le cœur du réacteur. C'est ça, ouais. Tout est basé sur le rugby, que ce soit pour le médical, que ce soit pour la logistique, les coachs, tout ce qui est data. Tout est basé sur la performance et le joueur et le rugby, donc la vie de groupe. Donc ils partent de là, ils ont bâti leur projet autour de ça. Tout le monde s'aligne là-dessus, donc ils parlent le même langage, ils débriefent régulièrement, quotidiennement de chaque entraînement, de chaque situation de vie. Ils font des bilans sur les tournois. Donc, on sent qu'il n'y a rien qui est laissé, qui va se laisser gangréner. Et du coup, ils sont, comme je disais tout à l'heure, très alignés, capables d'être réactifs sur chaque prise Ouais. de décision. Que ça peut se transposer un peu à 15. Ça permet aux joueurs surtout de pouvoir passer de l'un à l'autre et d'aller chercher des outils, des armes, un fonctionnement qui est propre au 7 et qui rejoint les nécessités du 15. Donc ces situations de jeu, cette lecture qu'il y a en permanence, essayer de retrouver des basiques sur le 2 contre 1, sur la lecture, sur le jeu. Je pense que quel que soit le poste, ça permet de se ressourcer pour des joueurs qui ont moins de temps de jeu et d'en retrouver à 7 et de revenir après. Je trouve que c'est complémentaire et ça les enrichit. Convaincu également par les échanges et les partages d'expériences vécus lors de ce séminaire, Laurent Ferrer, l'entraîneur de l'équipe A7 de l'UBB, championne de France en titre depuis 2026. Convaincu, Laurent ? Complètement. Il y a eu des interventions, que ce soit sur des aspects plus techniques, mais aussi sur des philosophies. Il y avait eu Claude Bergeau, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France de basket, qui a aujourd'hui un rôle de coach, j'ai envie de dire, et qui a fait un partage d'expérience très, très intéressant. Donc, parfois, ça confirme des convictions, ou en tout cas, ça permet des fois de mettre de l'eau dans le moulin, quoi, de donner d'autres idées. Et si on est en accord ou pas, ou pourquoi, ça permet d'avoir des questionnements, de pouvoir échanger vis-à-vis du set, que ce soit avec Jérôme Daré, que ce soit avec les intervenants, avec Michael Campo, qui est quand même le préparateur mental des équipes de France aussi. C'est quand même intéressant de voir les stratégies qu'ils mettent en place et de voir si on est dans ça ou un peu différemment. Après, évidemment, qu'il y a aussi la philosophie qu'on a dans les clubs. Mais là, d'un aspect général, c'est bien de pouvoir échanger, de pouvoir partager et de pouvoir s'imprégner un petit peu de la philosophie qu'ils essaient de mettre en place. Jérôme Daré qui a l'habitude de dire que le 7 est la Formule 1 du rugby, ce qui veut dire donc que tout va plus vite. Est-ce que ça entraîne une forme de management particulière ? Je crois que sur leur management, ils ont établi toute une méthodologie managériale qui est intéressante, qui a fonctionné, forcément, elle a marché pour les Jeux Olympiques. Voir nous ce qui manque ou pas. Je vois pas trop de différence dans les rugby, juste des principes de jeu qui sont différents, mais après un 2 contre 1 ça reste un 2 contre 1 plaquage c'est un plaquage, une défense à 2 ou à 3 ça reste une défense à 2 ou à 3. C'est juste qu'après on a des principes et des attitudes qui peuvent être un petit peu différentes. Pour moi en tout cas entraîneur, il n'y a pas de monde sur la façon de coacher à 7 et de coacher à 15. C'est là où je trouve que c'est intéressant de pouvoir s'ouvrir, de pouvoir s'enrichir avec du partage. C'est vrai que sur un tournoi, en 2 jours, on va faire 6 matchs, donc on va avoir 6 échauffements, 6 préparations et des situations de jeu qui vont être très récurrentes. Quand à 15, on a un échauffement par semaine, j'ai envie de dire. Donc si on se met sous pression, c'est difficile. À un moment donné, on parle beaucoup actuellement de la santé mentale aussi, des coachs. On l'a vu, il y a des résonances un petit peu avec des témoignages assez durs. Il faut quand même relativiser. On gagne, on perd. Parfois, on se prépare bien et on perd. C'est important de relativiser sur l'activité. Et le 7, je trouve que en se préparant beaucoup, en ayant beaucoup de matchs et beaucoup de répétitions de préparation justement, ça permet à prendre un petit peu plus de recul
et à être peut-être, je sais pas si c'est lourd de dire un peu plus léger, mais ça n'empêche que j'ai envie de conserver le 7 et j'ai envie de transmettre aux plus jeunes cette appétence pour cette discipline aussi. On referme ce Vue du banc en compagnie de Richard Cassiopo. Le responsable des compétitions au sein de la Ligue nationale de rugby insiste sur le lien qui unit Ligue et Fédération sur la gestion du 7 et de son développement. D'un côté, les équipes de France, de l'autre, les clubs professionnels réunis dans l'Inextenso Rugby 7. Entre les deux institutions, un même projet, une même ambition. Sur le rugby à 7, en tout cas, il n'y a pas l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette entre l'ambition de la LNR et l'ambition de la FFR. On est un élément qui a permis d'eux. Bien évidemment, c'est eux qui ont fait tout le travail pour être champion olympique. Mais si on a pu contribuer, eh ben, tant mieux. C'est le but de tout le travail qui avait été mis en place. L'héritage est là de toute la compétition, mais aujourd'hui, toute l'expérience de France 7, elle est transmise à nos clubs sans filtre. Les clubs sont accueillis, c'est un vrai échange et il y a une vraie dynamique. Et les clubs, quand Jérôme ou Benoît les appellent pour avoir tel ou tel joueur mis à disposition, parce qu'on a la liste objectif 2028, ils se mettent d'accord sur une planification à l'année. Et ils arrivent à s'entendre et à travailler et tout le monde y trouve son compte. Il faut savoir transmettre son ambition pour conserver un projet comme ça qui n'est pas rentable, qui n'est pas encore équilibré. Nous, l'année dernière, on était à la réunion des présidents, enfin à l'Assemblée générale, pour proposer un cycle 2 de l'Inextenso Super 7, justement avec ces joueurs premium, avec ce positionnement très clair en tant que pépinière. Et c'est ce qu'on est en train de mettre en place en fait avec ce stage à Souston. Les deux villes hôtes de l'édition 2026-2027 de l'Inextenso Super 7 sont désormais connues. La première étape sera organisée à Biarritz les 21 et 22 août et la seconde à Pau les 28 et 29 août. Quant à la finale, elle aura lieu à Paris La Défense Arena le week-end des 6 et 7 février 2027. Quant à l'équipe de France, elle se prépare pour l'étape de Valladolid à la fin du mois. Voilà pour ce Vue du banc du mois de mai consacré au 7. Prochain rendez-vous mi-juin pour le dernier podcast de la saison, le 30e du nom.